Bonjour à vous tous, à vous toutes. Merci grandement d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, Marie-Josée Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à cet entretien avec Alain Beaulieu dans le cadre de la 11e édition du Festival Québec en toutes lettres. Tout de suite, avant d'aller plus loin, un remerciement à BCF Avocats d'affaires, qui est le partenaire présentateur des rencontres et entretiens du festival. Avant de se plonger, Alain, dans le cœur de notre entretien, de nos discussions et de mes nombreuses questions, je dois dire, peut-être une brève présentation pour situer bien les gens. N'hésitez pas à ajouter, compléter ou rectifier ce que j'aurais à dire. Mais OK. Alain Beaulieu, donc, écrivain, professeur de création littéraire aussi à l'Université Laval. Sachez que ses étudiants le qualifient de bienveillant. J'ai des témoignages à l'appui. Donc, voilà, on aura la chance de revenir sur la question de la bienveillance, assurément, un peu plus tard tout à l'heure. Il a une œuvre qu'on pourrait qualifier de prolifique, en fait, et publie depuis maintenant 20 ans ou un peu plus de 20 ans. Première parution, un roman, Foubard, 97. Et depuis, en fait, vous avez touché à une foule de genres, 15 romans déjà, 11 pour adultes, 4 pour enfants. Dernière publication comme roman qui est sortie en janvier 2001. Janvier 2020, c'est dire à quel point on a tous envie d'oublier l'année 2020. Mais c'était une excellente nouvelle dans cette année difficile. Donc, Vision de Manuel Mendoza. On aura la chance d'en reparler davantage tout à l'heure. Sinon, vous avez aussi écrit des textes pour le théâtre qui ont été présentés à la fois dans les lectures publiques à Québec, à Montréal, plusieurs nouvelles également. Bref, c'est un travail important qui a été abondamment récompensé à travers les années. Entre autres, ce travail-là a reçu à deux reprises le prix Création littéraire de la Ville de Québec et du Salon international du livre de Québec. Une œuvre qui a aussi été finaliste au prix du gouverneur général, au prix littéraire France-Québec. Et en plus de tout ça, vous trouvez le temps de diriger la revue Le Crachoir de Flaubert, qui est consacrée à la création et à la réflexion sur la création en milieu universitaire à l'Université Laval. Bref, on va avoir la chance au cours de notre entretien d'échanger autour de l'œuvre, autour de votre travail aussi comme écrivain, mais également comme professeur en création littéraire, notamment en faisant des allusions à la toute dernière publication qui est sortie à... Septembre. En septembre Voilà. dernier, oui, c'est ça. Alors, novembre avant la fin, qui est un essai-fiction où on s'intéresse justement à la création littéraire, particulièrement intéressant, je pense, pour des auteurs, autrices de la relève ou en fait quiconque a envie de s'essayer à la rédaction. On va aussi discuter de préoccupations, d'intérêts. On a une question du public aussi à la fin qui va nous amener dans une toute autre direction, je vous le promets. Bref, ambitieux programme. Inquiétant. Oui, c'est ça. En fait, vous n'avez pas raison d'être inquiet, mais moi, je le suis parce qu'on Ah, sort complètement de mon champ d'expertise avec cette oui, bon, question-là. OK, on Mais verra, bon, on verra, on ouais, verra. c'est ça. On OK. se la garde pour tout à l'heure. C'est bon. Tout de suite, en fait, avant de se plonger dans les œuvres elles-mêmes, j'aimerais ça qu'on prenne peut-être le temps de retracer le parcours qui a mené à la parution de Vision de Manuel Mendoza comme une œuvre est toujours un peu l'héritière des précédentes. J'aimerais ça Oui. qu'ensemble, on puisse retracer ce fil-là. Ouais. Ah oui, mais en fait, si on part de Foubard, là, Oui. c'est un parcours qui a été quand même assez long parce que Foubard, qui est le premier roman que j'ai publié en 1997, était en fait, puis ça, je raconte ça souvent à mes étudiants, était en fait mon quatrième roman. C'est-à-dire que j'avais écrit avant ça 3 romans. Bon, il y en avait 2 sur ces 3-là. Je suis assez heureux aujourd'hui qu'il n'ait jamais été publié. Là. Ça descend oui, parce que j'étais en apprentissage de l'écriture. Hein, donc, voilà, il fallait que je passe par là. C'est vrai pour tout ce qu'on écrit. C'est-à-dire que quand on écrit, pour moi, un livre, c'est comme un chapitre du grand livre que je suis en train d'écrire. C'est-à-dire que il faut que j'ai écrit les chapitres précédents pour écrire celui-là, puis celui-là annonce les suivants. Puis bon, il ne s'agit pas, je n'écris pas, moi, des romans là, qui se suivent, c'est pas des sagas, des séries, tout ça, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que quand on est en écriture, on n'a jamais l'impression d'être arrivé quelque part. C'est-à-dire qu'on a écrit quelque chose qui finit par être publié, donc qui existe, là, le livre existe comme objet, mais la démarche elle-même n'est jamais terminée. Là. On n'est jamais complètement satisfait. Si on était satisfait, on s'arrêterait là, puis on dirait, OK, j'ai réussi, je l'ai fait, puis c'est fini, c'est terminé. Mais non, on est toujours dans un processus qui fait en sorte que
ce qu'on écrit est redevable de ce qu'on a écrit et ce qu'on va écrire est redevable de ce Oui. qu'on est en train d'écrire. Voilà, c'est une roue. Donc, tout ça pour dire que, bon, Foubard, qui est le premier roman que j'ai écrit, pour faire une histoire courte, le troisième roman que j'avais écrit, celui-là aurait mérité probablement d'être publié, il ne l'a jamais été. J'avais obtenu une mention spéciale du jury pour le prix Robert Clich à l'époque, avec celui-là, le troisième qui n'a jamais été publié. C'est Gabriel Gourdeau, cette année-là, qui avait remporté le prix Robert Clich. J'étais arrivé deuxième. Bon, on dit deuxième. C'est la pire place, deuxième. C'est la médaille d'argent. On est à une marche d'avoir la médaille d'or. Ouais. Alors, tout ça pour dire que là, j'étais un peu découragé parce que, évidemment, ça faisait 3 romans que j'envoyais à des éditeurs et qui n'avaient pas été publiés. Ce qui fait que pour m'amuser un peu, j'avais choisi de mettre dans le roman que j'étais en train d'écrire des gens que je connaissais. Donc, Foubard, c'est une fiction. Là. Tous les personnages qui sont dans ce roman-là, tout ce qui est raconté dans l'histoire, dans le fond, les personnages, les vraies personnes de qui je me suis inspiré ne l'ont pas vécu dans leur vie. Donc, c'est une fiction. Sauf que les personnages sont inspirés de gens que je côtoyais, au Foubard en particulier, mais peut-être dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Et j'ai fait ça, en fait, pour m'amuser, là, pour faire en sorte que je sois capable de digérer, dans le fond, les refus que je recevais des maisons d'édition. C'est difficile, c'est une étape particulièrement difficile. Oui, c'est ça. Est nécessaire, j'imagine, mais difficile. En tout cas, il y en a qui vont publier le premier roman qu'ils vont écrire, puis tant mieux, c'est bien comme ça, puis ça veut dire qu'ils ont bien travaillé aussi, mais il n'y a jamais rien de gratuit. Même quelqu'un qui publie son premier manuscrit, il y a derrière ça tout un travail aussi, tout ça, donc il faut faire attention. Et souvent, c'est une discussion que j'ai régulièrement aussi avec mes étudiants. La vision qu'on a des écrivains, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est visité par les dieux, par les muses, etc., puis qui a juste à s'asseoir, puis il écrit son livre, puis le livre s'est écrit tout seul. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Alors, c'est ça. Donc, il y avait ce travail-là que j'ai fait, Foubard. Puis là, j'ai écrit comme une trilogie, c'est-à-dire 3 romans en ligne. Moi, j'ai publié 97, 98, 99, Foubard, le dernier livre, Le Fils perdu, qui était une trilogie que j'ai appelée ma trilogie filiale, c'est-à-dire 3 romans qui mettent en scène là, des relations de famille un peu particulières. Une thématique qui revient d'ailleurs très souvent. Ça revient tout le temps dans tout ce que c'est. Bon, ça, on pourra parler de ça aussi. Le fait qu'on n'écrit pas à partir de rien. On écrit à partir de soi, puis à partir de ce qui nous a constitués. Et c'est justement quand on essaie de sortir de soi un peu trop, de s'écarter un petit peu trop de soi, que là, ça devient un peu artificiel. Tout ça. Alors, les œuvres marquantes, c'est des œuvres, effectivement, où on sent que l'écrivain est investi personnellement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient de lui profondément. Alors, et ces 3 romans-là se situaient aussi dans la ville de Québec. Alors, les décors, tout ça se déroule dans la ville de Québec. Au début, là, quand on regardait les critiques, tout ça, j'étais un peu identifié l'écrivain de Québec, un peu héritier de Jacques Poulain, si on veut. Tout ça, moi, ce qui me faisait très plaisir, parce que c'était mon modèle, Jacques Poulain. Jacques Poulain, c'était mon modèle d'écriture. Ça aussi, on pourra parler de ça si vous voulez. Là, on a un vaste plan. Je crains qu'1 heure ne soit pas suffisante. non, mais je fais ça vite, là. Alors, j'ai non, au contraire. Pour une fois qu'on a 1 heure devant nous, il n'y a pas de presse. Non, mais juste cette partie-là, bon, j'essaie de faire vous m'avez demandé de faire le chemin, alors je fais le chemin. Après ça, j'ai publié, je pense, le solo d'André, mon premier roman jeunesse. Puis après ça, j'ai publié Le joueur de quilles qui se déroulait aussi à Québec, un roman un peu plus politique, ou en tout cas, qui s'inscrit dans une trame là, où la politique est très importante. Et là, après ça, j'ai choisi de sortir de Québec. C'est-à-dire de me libérer d'une certaine manière de cette image-là de l'écrivain de Québec. La volonté, c'était de se libérer ou oui, vraiment, de défaire une image. De défaire l'image un petit peu. Pas parce que j'aime pas ma ville, là, mais parce que je considérais qu'il y avait autre chose que ça dans ce que j'écrivais. Puis bon, je voulais aller voir ailleurs si j'y étais. Alors, j'ai publié par la suite La Cadillac blanche de Bernard Pivot, qui est un ovni dans mon parcours. Là. On pourra y revenir si vous voulez aussi. Oui, d'ailleurs, on n'aura pas le choix d'y revenir assurément avant la fin, parce que voici un indice. Disons, à l'intérieur de ce titre-là, on va retrouver quelque chose qui touche la question du public. Alors voilà, c'est le suspense pour garder les gens jusqu'à la fin. On le garde pour la fin. Donc ça, c'est la Cadillac qui est un peu particulière. Puis après ça, là, j'ai décidé, j'avais fait ça j'ai écrit une série pour la jeunesse qui s'appelle Jade et Jonas. Ce sont 2 jumeaux d'environ 11 ans qui
On a eu une période en littérature jeunesse où on avait accès à l'altérité par le fait que des jeunes personnages arrivaient au Québec puis ils avaient de la difficulté à s'intégrer, etc. La route de Schlieffen, tout ça. Ils arrivaient avec un bagage particulier qui venait de leur passé, souvent de pays en guerre, etc. Et moi, j'avais choisi de faire un peu le mouvement inverse, c'est-à-dire que je prenais 2 jeunes Québécois et je les envoyais à l'étranger. Alors, ça m'a permis d'écrire 3 livres. Un livre qui se déroule, le premier, c'est aux portes de l'Orient-Cie, donc il se déroule au Moyen-Orient. Le deuxième se déroule à Port-au-Prince, puis le troisième se déroule au Costa Rica. Alors, c'est toujours les 2 mêmes personnages là, qui font un voyage pour une raison ou pour une autre, puis qui se retrouvent pris dans une aventure là, qui se déroule dans un pays étranger. Alors, ça, Et petite parenthèse, est-ce que ce sont nécessairement tous des pays que vous avez visités? Oui. J'imagine, oui. Comme oui, ça, c'est ça. En fait, c'est inspiré par des voyages que j'avais faits. Des histoires qu'on m'avait racontées aussi. Celui, par exemple, qui se déroule au Costa Rica. J'ai des amis qui étaient à Monteverde au moment où il y a eu un gros vol de banque avec des morts, tout ça. Puis Monteverde, là, c'est une ville qui est située au sommet d'une montagne, puis il n'y a pas de route pour s'évader. Ça fait que c'est un peu ridicule d'aller faire un vol de banque là, parce qu'une fois que le vol est fait, les voleurs n'avaient pas beaucoup de... C'est pas les voleurs les plus judicieux, Non, c'est ça, plus on peut astucieux. dire ça. Mais ça avait été dramatique pour cette petite ville-là. Là, fait que je me suis un peu servi de cet événement-là pour... Mais je suis allé aussi à Monteverde, c'est une ville que je connais, là, que j'ai visitée. En tout cas, bref, ça, c'était ma partie jeunesse. Alors, j'ai choisi aussi pour mes romans pour adultes, là, mes romans en littérature générale, c'est ça, d'aller voir ce qui se passerait si je les situais ailleurs qu'à Québec, c'est-à-dire dans un univers différent. Ce qui fait que j'ai écrit Le Postier Passila, qui se déroule quelque part en Amérique centrale. Là, c'est une ville un peu fictive là, en Amérique centrale et Amérique du Sud. Et par la suite, je suis remonté tranquillement. J'ai écrit quelque part en Amérique. Puis même, on voit que dans quelque part en Amérique, c'était pas volontaire, là, mais les personnages sont en mouvement du sud vers le nord de la côte est américaine. Alors, tranquillement, j'ai vu par la On suite. revenait Je à la revenais maison. tranquillement à la maison. Et puis, je suis revenu à la maison avec un roman qui s'appelle Le Festin de Salomé, qui est un roman... Je vous parlais de la Cadillac tout à l'heure, qui est un peu particulier, mais Le Festin, c'est mon roman le plus disjoncté, si on peut dire. C'est un roman que j'ai écrit vraiment dans un souffle assez constant, qui était d'abord, au départ, écrit... en fait, le manuscrit, là, c'était 5 paragraphes où il n'y avait pas de division et de dialogue. Les dialogues sont intégrés dans la narration. Tout ça. Donc, quand on regardait le manuscrit, c'était des pages pleines tout le temps. Puis à un moment donné, il y avait un saut de ligne. Puis là, c'était comme le 2e chapitre. Puis c'était des pages pleines. Évidemment, mon éditeur m'a dit, écoute, Non. pas convaincu que quelqu'un qui va ouvrir le livre, qui va regarder ça, va se dire, ah, j'ai le goût de lire ça, là, malgré ce qu'il y a dedans, là, peu importe les mots qui sont dedans. Alors là, je l'ai retravaillé, je l'ai divisé en chapitres puis en paragraphes. La volonté d'aller dans cette direction-là, c'est un exercice de style? Oui. C'est vraiment une manière de travailler la langue aussi, le langage, tout ça. Et ce qui me console, parce que pour moi, la forme initiale, c'était quand même la forme idéale pour ce roman-là, mais je me console en me disant que quand on le lit, on sent ça. On sent, même s'il est divisé en paragraphes puis en chapitres, puis tout ça, on sent que ça a été écrit là, dans un souffle, puis qu'il y a ce rythme-là dans la phrase. Alors ça, c'était mon retour à Québec, mais ce n'était pas un retour heureux. C'était un retour assez mélangé. C'est-à-dire que, voilà. Et puis après, là, j'essaie de faire... Ah oui, après ça, ben là, j'ai écrit l'interrogatoire de Salim Belfakir, qui est né d'un séjour que j'ai fait à Saint-Malo, en France. Donc, les personnages, à la fois, sont à Saint-Malo et au Québec, à Cap-Santé, dans Pont-Neuf, ici, parce qu'on avait une maison là-bas à l'époque. Bon. Alors, c'est les 2 lieux. Le roman se déroule dans ces 2 lieux-là. Et j'ai écrit aussi, à la suite de ce voyage-là que j'ai fait en France, où je suis resté un petit peu plus longtemps, Malek et moi, qui était le roman qui a précédé, donc Vision de Manuel Mendoza, qui me permet de retourner, dans le fond, en Amérique centrale. Encore là, on ne sait pas exactement où ça se déroule, il y a Amérique du Sud.
Oui, ça me rassure d'ailleurs parce que j'ai cherché des indices, j'ai googlé une foule de choses, puis je me suis dit, ce pays n'existe pas. C'est ça. En fait, Vision, c'est à la suite d'un voyage que j'ai fait au Pérou. C'est les images, là, la terre rouge, puis la poussière, puis etc. Là. C'est pas mal inspiré d'un séjour qu'on a fait au Pérou. OK, Voilà. d'accord. Donc, c'est là, on vient de faire le tour. Là. Je vous ai résumé ça vite, là, mais Oui. voyez-vous, et pour moi, c'est un parcours. Tu sais. Ouais. On est capable de le faire, le parcours sur une carte même. Tu sais, mais dans mon écriture aussi, là, c'est un parcours. C'est-à-dire qu'il y a. Puis ça suit, je pense, les mouvements de ma pensée, c'est-à-dire là où je suis rendu dans ma. Je sais pas, dans ma vision de la vie, etc. Fait que mes personnages vieillissent avec moi un petit peu. Voyez-vous, Vision de Manuel Mendoza, il a à peu près mon âge, peut-être un petit peu plus jeune. Peut-être y aller d'abord d'un résumé Pour Vision, du roman, en oui. fait, Vision, Manuel Mendoza, en fait, est un médecin dont la femme est éditrice. Elle a fondé sa propre maison d'édition. Et puis, c'est pas je ne dévoile rien, c'est dans les premières pages, sa femme va décéder subitement. De ce qui semble être un ACV, c'est-à-dire qu'elle va débouler les marches, puis ça, elle va décéder comme ça subitement dans sa maison. Et évidemment, les premières pages, c'est des pages de deuil, c'est-à-dire que lui, il va devoir apprendre tranquillement à vivre sans sa conjointe. Il a 2 enfants adultes, là, assez âgés, là, dans la fin vingtaine, début trentaine. Et puis, donc, c'est la reconstruction de la cellule familiale, si on veut, à partir de cet événement-là, mais c'est surtout sa volonté à lui, qui connaît à peu près rien à la littérature, de vouloir faire survivre la maison d'édition que sa femme avait fondée. Alors, il va s'improviser éditeur, alors qu'il ne connaît rien au milieu. C'est pas quelqu'un qui avait beaucoup lu de fiction narrative. Là. C'est quelqu'un qui lisait peut-être des biographies, puis sinon des livres de médecine, puis c'est ce genre de trucs-là. Et en choisissant de faire perdurer, dans le fond, la maison d'édition de sa femme, là, il va découvrir d'abord les auteurs de la maison, mais surtout le travail d'éditeur, ce que ça veut dire d'être éditeur. Et il va découvrir un manuscrit un peu particulier, un peu secret. Puis là, ben, j'en dis pas davantage. Non, c'est ça. Restons là. Mais ça l'amène quand même à questionner la part de vérité dans la fiction. Puis, avec ce questionnement-là, au final, ben, c'est là qu'il va entreprendre lui-même un voyage où, disons, il va retracer en partie le passé de sa femme. Disons-le comme ça. C'est vrai. Vous avez raison de dire que la question qui est à la base, disons, en tout cas, en filigrane de tout ça, c'est quand on est écrivain, qu'est-ce qu'on met de soi dans l'écriture? Jusqu'où on va dans cette révélation-là? Et pour s'apercevoir souvent que ce qu'on a mis de soi, on ne s'en est pas rendu compte. C'est-à-dire qu'on l'a mis sans s'en rendre compte. Moi, dans Foubard, là, on parlait de Foubard tout à l'heure, je me suis rendu compte 8 ans, 10 ans plus tard de ce que j'avais mis dans Foubard, de ce que ça m'avait permis de dire, qui est lié à mon histoire personnelle, à ma vie personnelle, mais qui s'inscrit autrement dans le cours du récit. Mais voilà, c'est l'inconscient qui travaille quand on écrit. Hein? Ouais. Peut-être que l'inconscient a mis dans... Peut-être, c'est une hypothèse, disons, mais dans Vision de Manuel Mendoza, on sent qu'il y a une volonté peut-être de mettre de l'avant puis de reconnaître le métier d'éditeur, entre autres. Ben oui. D'écrivain, assurément aussi, qui n'est pas, justement, on parlait un peu plus tôt, ben c'est pas une inspiration divine qui arrive, puis on y va. Il y a un travail réel derrière ça, qui est peut-être... on a peut-être moins besoin de le justifier dans le cadre, en fait, pour d'autres artistes. On imagine les musiciens, par exemple, c'est comme si pour tout le monde, ça allait de soi qu'il y avait beaucoup de travail derrière une partition, derrière... mais on dirait qu'en littérature, on a peut-être encore ce besoin-là de le mettre de l'avant, de le justifier. Oui, puis je le vois régulièrement aussi dans mes cours. C'est-à-dire que les étudiants arrivent dans les cours de création littéraire en pensant que ce qu'on produit dans le premier jet, c'est sacré, puis on ne doit pas toucher à ça, alors que le travail d'un écrivain, c'est du boulot. Puis après ça, le travail d'un éditeur, c'est un autre boulot, c'est-à-dire de poser un regard externe sur le manuscrit et après ça, d'être capable d'établir une relation de confiance avec l'auteur pour faire en sorte que le manuscrit,
c'est un matériau, tu sais, je le disais récemment, c'est la motte de glaise qu'on met sur qu'on fait tourner devant soi, puis on montre la pièce, puis on dit, oh oui, OK, ça tient, mais j'aimerais mieux qu'elle ait une autre forme. Alors, on met la motte, on écrase tout ça, puis on recommence. Puis bon, ça ne veut pas dire qu'on recommence nos manuscrits complètement, là, mais je veux dire, il y a un boulot à faire. Puis le travail de l'éditeur, oui, c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait aussi avec ce roman-là, c'est pas de rendre hommage, mais en tout cas de rendre compte de ça, que quand le livre arrive en librairie, là, quand le livre est terminé, c'est qu'il y a eu un travail, puis c'est le travail évidemment de l'auteur, c'est lui qui est à la base de tout ça, puis même à la fin, s'il travaille avec un bon éditeur, c'est lui qui a le dernier mot, c'est toujours l'auteur qui a le dernier mot. Je pourrais vous raconter des anecdotes où j'ai eu le dernier mot, puis dans le fond, on dirait qu'on a envie d'en avoir au moins une. Ouais, au moins une. Ben, c'était au moins une. Quand j'ai publié, je vous ai parlé tantôt de la trilogie filiale, là, le dernier, ça s'appelle Le Fils perdu. Et quand j'ai terminé Le Fils perdu, je me suis offert une coquetterie d'auteur avec une espèce d'épilogue à la fin où on voit tous les personnages des 3 récits se rencontrer par hasard sur une plage du Mexique. C'était pour moi une manière de fermer la trilogie. Et ceux qui avaient lu les 3 livres voyaient le clin d'œil, puis ceux qui n'avaient pas lu les précédents, bon, ça dérange pas plus grave. Plus que ça. Puis mon éditeur, Normand de Bellefeuille, m'avait dit, écoute, Alain, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée de faire ça, tu n'as pas besoin de ça. Moi, j'avais dit, oh oui, je tiens à ça, je veux absolument que ce soit là. Alors, on publie le livre, tout ça, puis la mauvaise critique que j'ai reçue disait, le gros titre, et on s'en rappelle, hein, Normand, c'était là, on s'en rappelle, le gros titre, c'était y a-t-il un éditeur dans la salle? C'est-à-dire qu'on reprochait à mon éditeur de m'avoir laissé écrire cet épilogue-là. Alors, évidemment, c'est devenu la blague courante, hein, le running gag entre nous. C'est-à-dire que quand on avait des discussions par la suite, Normand me disait, te rappelles-tu l'épilogue du Fils perdu? Et s'il y avait une réédition, je l'enlèverais, je pense. Oui, OK, d'accord. Ouais, OK. ouais. Parce qu'au final, ça ne s'est pas avéré. Ce n'était pas si nécessaire. C'est ça. Puis, bon, quand on écrit, il y a des choses parce qu'on les a écrites, on y tient. C'est déjà dans d'autres livres, là, je ne vous dirai pas ça, mais dans d'autres romans, il y a peut-être des petits bouts que j'enlèverais aussi, que je modifierais. Ça, bon. Mais une fois que le livre est écrit, publié, tout ça, il existe en lui-même avec ses qualités et ses défauts. Là. Donc, il faut accepter ça. En fait, il n'appartient plus à l'auteur non plus. Non. Puis vous en parlez dans Novembre avant la fin de ces 3 différents romans. On a comme le roman de rêve qui n'est pas encore écrit, mais qui nous habite, qui nous hante à la limite, avec ces personnages qui viennent nous parler. On sent beaucoup ça aussi dans votre écriture, que ce n'est pas avec un plan qui est structuré, mais que plutôt, bon... Et ensuite, on a le roman papier, en fait, le roman tangible qui existe. Puis le 3e, il appartient au lecteur. Exact. Donc, il faut accepter ça, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est comme dans nos relations personnelles, les relations qu'on a avec les gens. Il y a des gens avec qui on s'entend bien, puis il y a des gens avec qui on s'entend moins bien, parfois avec raison, parfois pas tout à fait, on ne sait pas tout à fait pourquoi. Bien, la littérature, c'est une rencontre. Hein? Alors, il y a des livres avec qui on s'entend bien, puis il y a des livres avec lesquels on s'entend moins bien. Oui. Et on a tous la volonté de plaire à tout le monde, alors qu'on sait très bien que le même livre va plaire à certaines personnes, puis va déplaire à d'autres. Et que ça ne nous appartient pas vraiment. C'est-à-dire que, comme moi, comme personne, je peux plaire à certaines personnes, puis déplaire à d'autres. Puis ça, c'est difficile à accepter. On aimerait ça plaire à tout le monde. Oui. Puis il y a peut-être un mythe aussi de dire qu'il y a des œuvres qui devraient plaire à tout le monde. Je me trompe peut-être, mais à travers vos œuvres, à un moment donné, il y a un petit clin d'œil à L'étranger d'Albert Camus. Puis j'ai peut-être eu l'impression que ce n'est pas un ouvrage qui vous a renversé. Bien, je suis capable de reconnaître évidemment son importance historique, son importance littéraire aussi, c'est-à-dire que le fait que ce roman-là a été publié à cette période-là, avec une écriture particulière aussi. Il y avait un style particulier dans L'étranger qui venait marquer un jalon là, de la littérature française, francophone, appelons ça comme on veut, là, de langue française. Alors, je suis capable de voir ça. Après,
Je veux dire, on pourrait parler je sais pas, de Céline. Céline qui a marqué aussi un jalon très important dans la littérature française. Ouais. Alors qu'on peut aimer ou pas le bonhomme, là, même faisons exclusion de ça, mais juste la littérature, juste le livre, juste l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de difficultés à lire Céline. Ouais. Voyage au bout de la nuit, il faut entrer dedans, puis il y a plusieurs personnes qui ne réussissent pas à entrer dedans, alors qu'on reconnaît ce livre-là comme étant un livre fort. Fort aussi, F-O-R-T, mais fort de la littérature québécoise. Bon, c'est pareil pour, je ne sais pas moi, dans les romanciers plus contemporains français, Michel Houellebecq. Bon, ben, Houellebecq a autant de détracteurs que d'admirateurs. Oui, assurément. Voilà. Oui, tout à fait. On parlait un peu plus tôt de cette matière, cette glaise avec laquelle on travaille. Il y a dans ce que vous dites un conseil qui est donné, qui est assez difficile, je pense, à entendre pour des gens qui sont au début de leur écriture. Il s'agit de dire, en fait, ça ne sert à rien de retravailler des œuvres du passé, de les reprendre, de les sortir du tiroir, puis de se dire, je pense qu'il y avait là quelque chose d'intéressant, je vais le retravailler jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose de meilleur ou de publiable, et que plutôt, il faut le voir comme ce qui nous a permis de nous rendre à l'écriture qu'on a aujourd'hui, comme des marches qu'on gravit. On est rendu là, ça ne servira à rien de réparer, mettons, la première marche sur laquelle on a marché. J'imagine que c'est quelque chose qui doit être difficile à entendre aussi pour les étudiants avec lesquels vous accompagnez. Oui, c'est vrai. Mais quand on écrit, là, on écrit avec une posture qui est celle qui est la nôtre au moment où on est en train d'écrire. Il y a des écrivains qui réécrivent. Hein? Danny Laferrière a fait ça avec plusieurs de ses livres. C'est-à-dire qu'il les a repris, il les a retravaillés. Puis quand on regarde la deuxième version, il y a eu beaucoup de changements dans la formulation des phrases, même parfois dans l'histoire elle-même. Là, bon. Donc, c'est un exercice qui est possible. On peut faire ça. C'est juste que quand on est dans la... Je vous parlais tout à l'heure de mon roman qui est arrivé deuxième. Oui. Bon, moi, j'étais frustré de tout ça parce qu'en plus, il a failli être publié. À un moment donné, j'avais des discussions avec un éditeur, puis il a failli être publié, puis il n'a jamais été publié. Puis je trouvais ça dommage, c'est pour moi, là, égoïstement, là, que ça n'a pas été publié. Alors, quand j'ai commencé à publier mes autres livres, là, à un moment donné, j'ai dit, je vais le reprendre, puis je vais le retravailler, puis je vais le proposer pour publication, comme ça, je vais le sauver. Je vais sauver ce travail-là que j'ai fait. Et quand j'ai commencé à retravailler le manuscrit, j'ai fait le boulot, là, tout ça, mais je me suis vite rendu compte que moi, comme auteur, j'étais rendu ailleurs. Parce que là, il s'était écoulé 4-5 ans là, depuis le moment où j'avais écrit ce livre-là, même un petit peu plus que ça. Et je n'étais plus le même homme, donc je n'étais plus le même écrivain non plus. Et je ne suis pas arrivé à réécrire ce texte-là pour qu'il corresponde à l'écrivain que j'étais devenu, puis à la personne que j'étais devenu. Alors ça, surtout quand on est jeune auteur, dans la jeune vingtaine, par exemple, les choses vont vite. Là. Je veux dire, on change rapidement, puis on progresse rapidement. Tout ça, des fois, on régresse, mais en tout cas, disons qu'on progresse. On change. Donc, oui, assurément. Oui. Et souvent, cet effort-là qu'on met à vouloir récupérer... Tu sais, moi, j'ai des étudiants là, qui sont au début de la vingtaine. Là. Puis ils ont écrit depuis qu'ils ont, mettons, 15, 16, 17 ans. Puis là, ils retrouvent un manuscrit qu'ils ont écrit à 17 ans, tout ça. Puis ils disent, ah oui, ça va être un bon matériau. Mais non, on n'écrit pas de la même manière à 17 ans qu'à 22 ans. Il s'est passé plein de choses là, dans ces années-là importantes. Et souvent, cet élan-là, en fait, ça va être de la peine perdue. Là. Il faut accepter que, comme je vous disais tout à l'heure, que ce qu'on fait aujourd'hui est redevable de ce qu'on a fait avant, mais que c'est différent. C'est-à-dire qu'on ne reproduit pas toujours la même chose. Là. Et c'est donc nécessairement vrai tout au long de la vie aussi? Tout au long de la vie. De quelle façon, aujourd'hui, vous diriez que votre écriture est différente de ce que vous faisiez il y a 20 ans ou même 15 ans ou 10 ans? Oui, je ne relis pas souvent mes textes, là, une fois que c'est publié, à moins de... C'est difficile. C'est ça. Ben oui, c'est difficile parce que je me revois tel que j'étais il y a 25 ans. Et parfois, avec bonheur, parfois, bon, il y a des choses que, tu sais, je dirais différemment. Là. Je n'écrirais pas mes livres de la même manière. Et puis, la société évolue aussi. On le voit très bien ces temps-ci. Là, hein? Il y a des choses qu'on tenait pour acquises, ou en tout cas des choses qu'on pouvait dire innocemment,
qu'on peut plus dire aujourd'hui. Vous parliez de bienveillance dans votre présentation, là. Si on est le moindrement bienveillant, on pose sur le langage, puis sur notre travail d'écrivain un regard différent, mais sur la vie aussi. Bon, alors tout ça est imbriqué. Donc, j'ai sûrement dans mes livres passés des phrases que je n'écrirai plus aujourd'hui ou que j'écrirai d'une autre manière, tout ça. Mais ça, c'est la vie aussi, hein? Bon. Mais les thématiques évoluent aussi, j'imagine. Ils nous Oui. accompagnent, puis on les fait grandir. Il y en a certaines auxquelles vous êtes davantage attachés. Est-ce que vous avez l'impression, avec les années qui passent, que vous avez une envie, disons, d'aller vers des nouvelles thématiques qui avaient été très peu abordées jusqu'à maintenant? Oui. La question du deuil, par exemple, peut-être, qui arrive avec Vision Ça, c'est arrivé Manuel. avec, effectivement, Vision. Là, j'ai l'impression que c'est parce que je vieillis un petit peu. Le temps qui passe aussi, dont on prend Donc, conscience. pas un hasard si le personnage a à peu près 58 ans, là, c'est parce que c'est l'âge que j'ai aujourd'hui. Tu sais, bon, donc, et le roman que je suis en train d'écrire, là, qui sera le prochain à être publié, j'imagine, si un éditeur l'accepte. Je crois que ça devrait bien se passer. On sait Vous pas, me le direz. Si vous avez un problème, me le direz, je vous aiderai. Mais ça met en scène même un personnage qui est une dizaine d'années plus vieux que moi. Alors, voyez-vous, je suis comme, là, je suis dans ça, comme si dans la prévision de ce qui s'en vient, même si ce n'est pas autobiographique. Là. Bon. Alors, ça pour dire que oui, évidemment, on écrit, les choses changent. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas écrire un roman avec un personnage plus jeune, tout ça, mais ce qui m'anime change avec le temps. Donc, je pense que ça, c'est normal. Ouais. On retrouve d'ailleurs un personnage de... Oui, allez-y, bien sûr. Ouvrons toutes les parenthèses. C'est moi qui ai eu un blanc, c'est lié à l'âge aussi. Vous me parlez des thèmes, de la thématique. Oui, absolument. Oui. Effectivement, le deuil est là. Ça va être là aussi dans le prochain. Mais je me suis rendu compte, puis ça, plusieurs écrivains pourront vous le dire aussi, qu'on travaille toujours à peu près avec les mêmes thèmes, qui reviennent différemment. Et ça, on rencontre ça chez plusieurs écrivains. Tu sais, souvent, je vous parlais de Jacques Poulain tout à l'heure, quand on lit Jacques Poulain, parfois même, on a l'impression de relire le même livre, même si ce n'est pas la même histoire, parce que les thèmes reviennent. Tu sais, bon, il y a des... Et moi, j'en ai un ou deux comme ça. Et parfois, je dois me forcer pour que ce thème-là apparaisse pas. Et il finit toujours par apparaître d'une manière... C'est vrai? Puis par les thèmes de la famille, de la transmission? Famille, oui, des petits traumas que j'ai vécu personnellement qui finissent par ressortir. Tu sais, souvent, moi, j'ai un ami qui est psychiatre. Là, bon. Puis on parle souvent de ça. Tu sais, bon. Et puis moi, souvent, je lui disais, j'ai pas eu besoin, moi, de faire de thérapie, c'est l'écriture. Tu sais. Absolument. Même si je ne... on n'écrit pas pour se guérir. Moi, je ne suis pas dans un processus de guérison par l'écriture. Ce n'est pas de l'écriture thérapeutique. Non? Mais il reste que l'écriture permet, à mon avis, de défaire des nœuds. De défaire des nœuds qui sont en nous sans qu'on s'en rende tout à fait compte. C'est pour ça que je vous dis, je me suis rendu compte de certaines choses beaucoup plus tard, plusieurs années après les avoir écrites. Mais que ça avait permis, à mon avis, là, tout à fait personnel, là, ça ne s'appuie sur aucune expérience scientifique, non, mais à mon avis, l'écriture permet de défaire des nœuds. Ce n'est pas pour rien qu'une psychothérapie passe par la parole, puis souvent on va passer aussi par l'écriture, etc. C'est-à-dire le fait d'exprimer des choses, même inconsciemment, fait en sorte que voilà, on les gère peut-être plus facilement. Assurément, le fait de les écrire, mais le fait de les lire aussi, parce que de cette façon-là, on va à la rencontre de gens qui vivent qui ont ces mêmes sensibilités-là, puis ça permet justement C'est les deux effets de l'art et de la littérature à la mimésis, c'est-à-dire on se reconnaît, puis la catharsis, c'est-à-dire on vit par procuration là, des craintes ou des choses qu'on... Est-ce que, à l'écriture, est-ce que le lecteur est présent? Est-ce qu'il vous habite? Est-ce qu'on y pense? Est-ce que ce qui nous hante? Est-ce qu'on se dit qu'il est impatient d'avoir le prochain? Non, pas dans ce sens-là. Non. Quand on écrit pour la jeunesse, on a une conscience plus aiguë du lecteur parce qu'on sait qu'on va s'adresser à un lecteur plus jeune. Donc, il faut en tenir compte. Là.
C'est-à-dire, moi, j'en tiens compte, en tout cas. Mais quand j'écris la littérature générale, je suis mon premier lecteur, là, puis évidemment, il faut que ça me plaise. Mhm. Je me dis que si ça me plaît, ça risque de plaire peut-être à certaines personnes. Après, il y a des gens qui me lisent aussi, là, puis qui me donnent leur avis. Là. Je fais lire mes trucs à ma conjointe, par exemple. Puis, bon. Mais le premier lecteur, mais je n'ai pas de lecteur là, idéal qui serait là au-dessus de moi. La conscience du lecteur pour un écrivain vient après, là, vient en réécriture. Avec les critiques. Puis, exactement aussi, ouais. mais même un petit peu avant ça, c'est-à-dire quand on est dans le travail de réécriture, là, on se préoccupe un petit peu plus de permettre au lecteur d'entrer dans le récit. Ça veut dire d'écrire des phrases intéressantes à lire avec pas trop de répétition, puis une écriture animée. Donc, dans ce travail-là de réécriture, ben là, on a une conscience du lecteur, mais c'est comme on veut s'assurer qu'il va prendre plaisir à lire. Là. Donc, c'est pas un lecteur... c'est pas un despote. c'est pas un despote. Okay. C'est pas une amie non plus. Là. Je veux dire, il n'y a pas cette dimension-là. Moi, c'est plus sur le langage. Dans le fond, le respect que j'ai pour le lecteur s'exprime dans ma manière d'écrire. C'est-à-dire, je vais faire en sorte que quand il va me lire, j'espère qu'il va passer un bon moment de lecture, qu'il va se divertir. Là. C'est un divertissement, mais aussi qu'il va quand même lire quelque chose là, qui va l'intéresser, dans lequel il va pouvoir rentrer. Un récit dans lequel il va pouvoir rentrer, donc il va finir par y appartenir. Je nous amène un peu plus vers le terrain, disons, de la création littéraire en elle-même. Avec Novembre avant la fin, on a là un grand-père. À nouveau, vous vous êtes fait vieillir de quelques années. Oui. Grand-père qui est décédé, qui vient accompagner les séances d'écriture de sa petite fille. Je le disais un petit peu plus tôt, on n'est pas dans un roman, on est dans un essai-fiction, c'est comme ça qui a été nommé, où on retrouve un bon nombre de conseils, disons, pour l'écriture. C'est venu d'où, cette volonté-là de créer cette œuvre-là? Oui, au départ, j'ai écrit ça honnêtement sans penser publication, puis ça, c'était une manière de mettre un peu des notes, de donner une forme, en fait, à des choses que je transmettais dans mes cours, puis tout ça, puis de donner une forme un peu particulière à tout ça, c'est-à-dire de l'inscrire, d'inscrire ces conseils-là, je mets des guillemets là-dessus, des suggestions, en tout cas. Oui, on sent qu'on peut aller dans le sentier qu'on veut, puis un peu balisé, tout simplement. Voilà, c'est ça. Puis dans le fond, c'est de transmettre le passage par lequel, le sentier par lequel moi je suis passé, dans l'écriture. Je veux dire, il n'y a pas de génération spontanée. Là. Moi, j'ai appris de d'autres, puis moi, j'essaie de passer ça à d'autres. Pour moi, la littérature, c'est ça aussi. Puis l'enseignement, surtout, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un passage. Là. C'est-à-dire, on reçoit des choses, on acquiert des connaissances de nos professeurs passés puis de nos lectures passées. Puis on essaie de faire en sorte que les autres, par la suite, en profitent un petit peu pour éviter souvent, pas des erreurs, mais souvent, moi, je dis ça à quelqu'un qui passe par le programme de création littéraire à l'université, et il va apprendre des choses qu'il aurait pu apprendre par lui-même ou au contact de différentes lectures, etc. Mais il va sauver du temps. C'est-à-dire qu'il va faire ça en 1 an plutôt que ça lui prenne 3, 4 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'il va se concentrer donc sur cette activité-là. Même si on peut avoir l'impression que la création littéraire ne s'enseigne pas. Ouais. Donc, il y a tout à fait la possibilité d'emprunter des raccourcis, disons. Oui, c'est ça. Ça, c'est un autre débat, j'y reviens. Non, mais c'est vrai que c'est une question importante, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Là. Ah oui, ça s'enseigne, ça, la création littéraire. Ben, je vais embarquer dans ça tout de suite. Mais oui, ça s'enseigne, la création littéraire. Le violon s'enseigne, le piano s'enseigne. Quand on enseigne le piano, là, je ne sais pas si vous avez pris des cours de musique déjà, c'est quand on prend des cours de musique, ben, on apprend la technique. Alors, pour nous, c'est la maîtrise de la langue, le jeu avec le langage, etc. Mais on apprend en musique l'interprétation, c'est-à-dire comment faire en sorte que la partition sonne puis atteigne l'auditeur. Bien, la création littéraire, c'est pareil. Comment faire en sorte que le texte, donc la langue, devienne quelque chose, devienne un espace
habitable par le lecteur, ça devienne quelque chose d'autre que juste des mots alignés sur du papier. Ça, c'est la magie de la littérature. Alors, quand on dit, ben, est-ce que ça s'enseigne, la création littéraire? Mon travail à moi comme prof, c'est pas de dire à mes étudiants, voici comment vous devez écrire, voici le livre que vous devez écrire, puis là, je vais vous donner la recette là, pour que ça devienne un best-seller. Mais non, mon travail à moi, c'est de faire en sorte que chacun de mes étudiants trouve sa propre manière d'écrire, dans le respect de la maîtrise de la langue, etc. Parce que pour jouer avec la langue, il faut d'abord la maîtriser. Hein. Souvent, je fais un détour par les arts visuels, moi, pour expliquer ça aux étudiants. C'est-à-dire quand on regarde les premiers travaux de, je sais pas moi, de Picasso, par exemple, prendre un exemple que tout le monde connaît, là. Ben, Picasso, c'est un portraitiste hors pair. C'est quelqu'un qui avait une méthode excellente. Puis après ça, a choisi, avec cette méthode-là, d'aller ailleurs. C'est bon. Alors, la littérature, c'est pareil. C'est-à-dire, moi, mon travail là, comme professeur de création littéraire, c'est d'aller chercher chez chacun de mes étudiants ce qui le distingue des autres, sa spécificité, sa subjectivité. C'est pour ça que c'est particulier d'inscrire les études de création littéraire dans le contexte universitaire, parce que la méthode scientifique, elle, veut produire des expériences observables et qu'on peut reproduire. Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que ce que vous allez créer va vous appartenir en propre, puis personne d'autre ne peut le faire à votre place. Tu sais, moi, les romans que j'ai écrits, là, ben oui, quelqu'un pourrait décider de réécrire un roman avec la même histoire. Mais ça ne sera jamais le même roman. Il n'y a personne d'autre, ce n'est pas de la prétention de dire ça. Il n'y a personne d'autre que moi, parce que je suis né à telle époque, dans telle famille, puis avec tel bagage, etc., qui pouvait écrire Foubart, mon premier roman. C'est impossible, il n'y a personne d'autre sur la planète qui pouvait écrire Foubart. Parce que ce roman-là est né de ce que je suis comme personne, transposé dans le littéraire, c'est-à-dire qui passe par le langage. Ça. Ça fait du bien, cette unicité-là. De oui, savoir qu'on peut être unique là-dessus. Oui, c'est ça. Puis quand on enseigne la création, dans le fond, c'est un accompagnement. Tu sais, c'est de montrer effectivement des chemins par lesquels l'étudiant peut passer pour se trouver lui-même, dans le fond. C'est ça. Il y a on retrouve plusieurs conseils, évidemment, à travers ce livre-là. Des choses liées, par exemple, à des faux amis avec les verbes être, avoir et faire, par exemple. On retrouve cette volonté-là cette nécessité-là de savoir d'où on vient pour savoir ce qu'on écrit, dans quoi ça s'inscrit au final. Mais il y avait certains conseils sur lesquels j'avais envie de revenir, entre autres, un qui me semble très important, qui dit que écrire, c'est réécrire. Ça aussi, c'est difficile. Puis je pense qu'il y a un mythe à déconstruire là, qu'on le disait un peu plus tôt, on l'évoquait un peu plus tôt, que parfois on peut avoir l'impression que c'est un chef-d'œuvre, c'est parfait, ça a été fait sous le coup de l'inspiration, puis on n'y retouche pas. Mais en fait, c'est toujours un matériel à ciseler puis à retravailler. C'est un peu ça qui est dit, j'imagine. Ouais. Oh oui, puis quand j'ai commencé à écrire, là, je vous parlais de mes premiers romans qui n'ont pas été publiés. Là, il y avait un auteur qui s'appelle Jean-Yves Soucy, qui est décédé récemment, qui était éditeur aussi, puis qui était professeur, tout ça. Puis lui, à l'époque, là, je vous parle des années 90, là, début des années 90, offrait un service d'auteur-conseil. Tu y envoyais ton manuscrit, et puis, c'était pas très cher, mettons 125 $, ça tournait autour de ça. Il lisait ton manuscrit, produisait un rapport d'une vingtaine de pages, là, puis annotait le manuscrit aussi. C'est bon. Alors, c'était bien, c'était bon. Alors, j'avais envoyé ça, je ne me rappelle pas lequel là, de mes textes, j'avais envoyé mon roman, puis là, après ça, 2 mois après, le rapport était arrivé, puis tout ça, bon. Puis à un moment donné, je me rappelle, il y avait des pages où il avait mis des gros X rouges là, sur des pages, mettons 2-3 pages de suite, puis il avait mis un gros X rouge, en blanc, tu n'as pas besoin de ça, tu es à côté de la coche, c'est ça. Puis là, moi, je me disais, il est malade, il veut que j'enlève des pages dans mon texte. J'ai mis, je ne sais pas, moi, 3 jours à écrire ça ou une semaine à écrire ça. C'est parce que je n'avais pas compris ce que c'était que d'être écrivain, dans le fond. Et oui, écrire, c'est jamais fini. C'est à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que là, on dit, OK, c'est comme ça, puis il va être publié comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que je les relis pas souvent, mes livres. Je les relis. Il y a des choses que je changerais. Je vois des répétitions, je vois des choses qu'on n'avait pas vues. Bon. Alors, c'est sûr que... Et ça, c'est vrai que les étudiants... En fait, je pense que l'apprentissage
essentiel là, qui s'acquiert, c'est celui-là. C'est d'être capable de se dire, OK, le matériau que j'ai devant moi, là, c'est pas ma chair que j'ai mis dans le texte. Puis quand quelqu'un parle du texte, il n'est pas en train de m'attaquer personnellement. Là. Alors qu'on s'est tellement investi dans l'écriture que c'est le premier réflexe qu'on a. Moi, je l'ai fait travailler en petits groupes, en équipe de 4 ou 5, où ils se corrigent, où ils se commandent, ils commentent les textes les uns des autres. Et c'est un apprentissage au début difficile. À un moment donné, ils comprennent qu'on est dans un processus de créateurs amis. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se critiquer, on est là pour améliorer le texte, faire en sorte que la deuxième version soit meilleure que la première. Mais au début, chaque critique, ah oui, quand tu écris ce paragraphe-là, je n'ai pas très bien compris, c'est flou, etc. Moi, ça, c'est flou. Moi, quand je l'ai écrit, c'était clair pour moi. Puis on reçoit ça un peu comme un affront. C'est difficile. Après, je leur explique aussi que tant que ça reste dans leur petit groupe, c'est pas très grave, hein? Mais quand on publie, c'est-à-dire quand le critique pose un regard critique sur ce qu'on publie, puis ça, je pourrais vous en parler, parce qu'on l'a tous vécu comme écrivain. Ils sont rares, les écrivains qui font l'unanimité des critiques. Là, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même assez rare. Là. Donc, le fait de recevoir la critique, c'est-à-dire de recevoir, puis parfois même, le drame, savez-vous ce que c'est? C'est d'être d'accord avec le critique quand le critique est pas. C'est de reconnaître que c'est vrai. Oui, en tout cas, il y a quelque chose là qui peut être effectivement défendable. Disons ça. Donc, j'entends que vous l'avez vécu aussi de recevoir une critique difficile, mais de trouver ça encore difficile, je présume, par moment. Oui. Ou il vient un moment où on est capable d'être complètement détaché. Pas longtemps. On n'aime pas ça. Là, on aime toujours se faire dire qu'on est fin, puis qu'on est beau, puis que le monde nous aime. Là. Mais on n'aime pas ça. C'est bon. Recevoir une mauvaise critique, je ne pense pas que personne aime ça. Bien sûr. Après ça, c'est de ce qu'on fait avec ça par la suite. T'sais. Bon, la critique sort le samedi matin, elle n'est pas bonne. Il faut que le dimanche après-midi, tu ne penses plus à ça. Là, c'est bien. Un délai d'un peu plus de 24 heures. Puis, à peu près. Est-ce que, je l'entends, puis chaque parcours pour chaque personne qui est accompagnée est différent. Est-ce qu'à travers tout ça, il y aurait quand même un conseil qu'on se dit, en fait, ça, c'est essentiel. Quelqu'un, un auteur, un jeune auteur qui veut réussir un jour à être publié, ça, c'est incontournable. Est-ce que c'est le travail, la persévérance ou c'est autre chose? Vous allez voir, je vais être un petit peu en dehors de la boîte. Là, allons-y. C'est lire. C'est la lecture. Et ce dont je me rends compte, régulièrement, là, je vais demander à mes étudiants avez-vous lu tel auteur, avez-vous lu tel auteur, avez-vous lu telle œuvre, etc. Puis une main timide qui se lève. Bon. C'est des œuvres majeures qu'il faut avoir lues. Bon. Alors, je pense que c'est ça. Je pense que le premier conseil que je donnerais, ce serait celui-là, c'est lisez, 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 lisez. D'abord parce que c'est par la lecture que le langage entre en soi. C'est-à-dire que c'est par la lecture que la structure de la langue entre en nous. Oui, on peut connaître les règles de grammaire. Là, je peux vous mettre un gréviste entre les mains, puis il va vous expliquer de quelle manière la langue fonctionne. Mais vous ne l'aurez pas acquis si vous n'avez pas lu. Et évidemment, après ça, de lire de la littérature. Pas juste des biographies puis des livres de cuisine, c'est-à-dire de lire de la littérature, de la fiction narrative pour comprendre de quelle manière un auteur réussit à faire ce que je vous disais tout à l'heure, à faire entrer le lecteur dans son récit. Faire en sorte que le lecteur, parce que dans le fond, notre objectif là, comme auteur, c'est de faire en sorte que le lecteur oublie qu'il est en train de lire. C'est-à-dire qu'il ne voit plus la structure, en fait. Exactement. C'est-à-dire que l'auteur s'efface derrière son récit, mais avec une telle efficacité qui fait en sorte que le lecteur, lui, est dedans. Là. Et ça passe par deux chemins. Ça passe par l'écriture elle-même, c'est-à-dire le langage. Puis, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une langue fluide, qui coule bien, etc., imagée, variée, riche, précise. Et ça passe après par le fait qu'on lui offre un univers dans lequel il peut entrer, dans lequel on n'est pas dans l'hermétisme. Mais ça, c'est ma manière à moi de voir les choses. Hein. On pourrait citer des contre-exemples là, où des œuvres qui ont été importantes. Puis
Je vous parlais de la rencontre tout à l'heure, juste une anecdote. Oui. Un des romans qui a fait que je suis devenu écrivain, ça s'appelle Les années secrètes de la vie d'un homme. C'est un roman de Robert Sabatier, un écrivain français que j'avais lu au début des années 80, une grosse brique, l'histoire d'un personnage, un Français qui s'en va au Japon parce qu'il vient de divorcer, etc. En tout cas, bref. Puis je me rappelle que quand j'ai lu ce roman-là, je me suis dit, moi, j'aimerais ça faire ça dans la vie, être romancier, écrire des livres. Je n'écrivais pas beaucoup à ce moment-là. Bon, c'était avant que je devienne. Et c'est resté dans ma mythologie personnelle. Il y a quelques livres comme ça là, qui ont fait en sorte, quelques auteurs qui ont fait en sorte que je suis devenu écrivain. On devient écrivain parce qu'à un moment donné, on a lu quelque chose qui nous dit, ah bon. Et récemment, l'an dernier, il y a 2 ans, j'ai retrouvé ce livre-là, puis j'ai dit, tiens, je vais le relire. Et honnêtement, le livre m'est tombé des mains. C'est-à-dire que j'ai lu 60 pages, puis je n'ai pas été capable d'entrer dans ce livre-là. Alors que c'était une œuvre importante, un livre important dans mon parcours. Alors, vous voyez. Et on parlait de rencontre tout à l'heure, puis le livre est tout à fait une rencontre, et à différents moments de notre vie, voilà. ben, ça fonctionne ou pas. Ouais, tout à fait, des thématiques qui nous parlent moins aussi. Et le conseil, c'est celui-là, la lecture. C'est-à-dire que ça passe par la lecture. On devient écrivain parce qu'on a goûté au plaisir particulier, secret, intime de la lecture, c'est-à-dire de la fiction narrative. Et en quelques minutes, avant de déjà aller vers la question qui a été posée au public, oui, c'est ça, la question de suspense, est-ce que la raison pour laquelle vous écrivez a changé avec le temps ou c'est encore la même? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? C'est vrai? Je ne connais même pas. Honnêtement, là, moi, au début, quand j'étais plus jeune, là, je faisais de la musique, j'étais musicien longtemps, je faisais un peu de peinture, puis j'écrivais. Puis à un moment donné, ma conjointe m'a dit, tu ne penses pas que tu devrais choisir une activité particulière et essayer d'avancer ça plus avant. Là. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire plus sérieusement. Et tout ça répondait d'une même volonté de partager quelque chose, aussi d'être en lien avec l'autre. La musique, c'est différent. Là. La musique, c'est comme ça se passe dans dans l'enregistrement, tout ça, mais surtout dans la performance, là, tout ça. La peinture, c'est très particulier parce que là, les arts visuels, c'est autre chose aussi. Le rapport au spectateur, ou en tout cas celui qui regarde, il est distancié aussi. Puis je ne sais pas, j'ai trouvé là, moi, dans la littérature, j'ai fait un certificat en journalisme et puis j'ai fait un certificat en philosophie. Et là, j'ai trouvé dans la littérature, dans l'acte d'écrire, ce qui me manquait dans ces deux champs-là, c'est-à-dire la philosophie, tu es dans le monde des idées, donc tu n'es pas proche du monde. C'est-à-dire que le monde existe comme concept. Tu sais. Puis je me souviens de cette année-là où j'ai fait le certificat en philo. Tu es tellement débranché qu'à un moment donné, je ne sais pas, moi, on va t'annoncer que ton frère est mort. Tu vas dire, ben oui, c'est normal. Tu sais, on vient, on naît, puis à un moment donné, on meurt. Tu sais. Puis tu sais, tu as ce regard-là complètement détaché. On se détache complètement, oui, d'accord. Okay. Alors que dans la fiction narrative, on est dans l'émotion brute, dans le corps, en fait, dans le concret des choses. Et le journalisme me permettait de poser un regard effectivement intellectualisé sur ce qui nous entoure, tout ça. Encore là, il me manquait l'émotion. Bon, les journalistes qui cherchent l'émotion deviennent chroniqueurs. Hein, dans le fond, ils vont tenir une chronique dans le journal. Alors, ils font encore du journalisme, mais où on sent leur voix personnelle très présente. Ça. Alors, peut-être que j'aurais fait ça, chroniqueur à la limite, mais journaliste comme tel, c'est-à-dire écrire de la nouvelle sur l'incendie qui a eu lieu, puis après ça, je ne sais pas moi, sur les débats à l'Assemblée nationale, ça ne correspondait pas à ma personnalité. Alors, j'ai l'impression que c'était tout simplement le seul créneau où je pouvais me sentir un petit peu à ma place. Puis après ça, l'enseignement qui est venu par la suite, mais beaucoup plus tard, là, est venu combler, dans le fond, est venu combler mon désir d'être avec l'autre parce que quand tu es écrivain, tu es tout seul. Là, bon. Oui, tout à fait. Puis en fait, ces deux rôles-là se parlent aussi en termes de transmission, d'accompagnement. Ouais. Ah oui, c'est lié, c'est tout à fait lié dans ma vie maintenant. Et pour la suite, qu'est-ce qui s'en vient? On en a parlé très brièvement tout à l'heure, mais même si vous ne savez pas exactement ce que vous amène à écrire, on est convaincu qu'on va pouvoir lire du Alain Beaulieu pendant encore très longtemps. Oui, rassurez-moi. Okay. Deux projets. Il y a un roman qui avance bien, là, tranquillement, là, mais qui avance bien.
Et je travaille sur un projet, j'ai appelé ça Travaux éparses, mais en tout cas, c'est différents textes que j'ai écrits au fil des années, dans différents genres aussi. Souvent, j'ai participé à des micros ouverts, ce genre de lecture-là. Et habituellement, quand on m'invite à une activité, je ne reprends pas un texte que j'ai écrit, j'écris un texte pour cette activité-là en particulier, ce qui fait que là, j'ai comme un bagage de textes qui ont été lus, donc qui ont été entendus par certaines personnes qui étaient là ce soir-là, mais qui n'existent pas, qui n'ont jamais été publiés. Alors, je suis en train de faire un tri dans ça et je suis dans la composition justement d'un livre qui va proposer un parcours entre différentes formes d'écriture, tout ça. Fait que je suis un peu dans ça, là. Je travaille dans ces deux projets-là en même temps que j'enseigne, puis voilà. Oui, c'est ça. Il y a un équilibre à trouver dans ça Voilà. aussi, comme dans l'écriture et la vie. Je nous amène vers cette question donc du public. Voilà. Oui, c'est ça. Enfin, nous y voilà. En fait, on a demandé aux gens, selon eux, quelles étaient la plus grande source d'inspiration de l'auteur Alain Beaulieu. Puis avant de vous dire le choix de réponse qui a été retenu, d'abord, est-ce que vous aviez vu cette question-là passer? Non. Non, OK. Sans choix de réponse, d'abord, vous diriez quoi? Ma source d'inspiration? Votre plus grande source d'inspiration? Je ne sais pas, là, ça va paraître complètement égocentrique et narcissique, mais je pense que quand on écrit, notre source d'inspiration, c'est nos expériences personnelles, là, c'est-à-dire ce qu'on a vécu, qui nous a atteints positivement ou négativement. C'est notre matériau de base, c'est ça. Et puis, après, on peut choisir d'essayer de combattre ça ou de, comme je vous disais tout à l'heure, d'en faire quelque chose qui va nous dépasser, là, de faire quelque chose qui va être pas nécessairement dans le sens de la résilience, là, c'est-à-dire de faire quelque chose de positif avec nos traumas, tout ça, je ne suis pas tout à fait dans ça, mais quand même, dans le fait d'inscrire dans la littérature la vie, tout simplement, l'existence humaine, puis de témoigner de ça avec des personnages qu'on place dans des situations particulières. C'est magnifique. Vous allez voir que les choix de réponse s'en allaient dans une toute autre direction, beaucoup plus ludique. On avait comme choix de réponse les voitures Cadillac, la poste et les cartes postales. À votre avis, qu'est-ce qui a gagné? La poste, c'est important parce que j'ai travaillé au bureau de poste, moi, pendant 22 ans. Ça a été mon emploi étudiant d'abord. J'ai commencé à 16 ans. Puis, quand j'ai étudié à l'université, tout ça, j'ai travaillé au bureau de poste à temps partiel le soir. Donc, ça a été mon travail qui me faisait gagner ma vie pendant que j'écrivais le jour. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, là, mais gagner sa vie avec des droits d'auteur. Oui, oui, tout à fait. C'est un tout autre sujet pour une toute autre rencontre. Oui. Alors, j'ai eu comme deux vies. Moi, j'ai eu cette vie-là où j'ai été postier. Après mes études, j'ai gardé cet emploi-là justement parce que j'avais choisi d'écrire. Donc, j'écrivais le jour et je travaillais à la poste le soir. Et à un moment donné, on m'a invité à aller donner une charge de cours à l'université, ce qui fait que je suis devenu après ça chargé de cours à l'université. Puis après ça, on a ouvert un poste de professeur. J'ai posé ma candidature, puis je suis devenu professeur à l'université. Alors, j'ai eu comme un parcours un peu particulier. Alors, ce n'est pas un hasard si la poste revient parfois dans ce que j'écris. La Cadillac, ben, c'est un clin d'œil parce qu'effectivement, c'est la Cadillac de Bernard Pivot. Alors, on peut peut-être terminer, je peux vous parler de ça peut-être en terminant. Je ne sais pas si on a... Bien, assurément, prenons les 2 minutes nécessaires. Puis sachez en même temps que c'est le choix de réponse qui a eu le plus grand nombre de votes. Donc, les gens vous identifient à la Cadillac. À la Cadillac. Est-ce que la Cadillac vient avec? Ah, bien, avec les droits d'auteur, en tout cas, c'est à rediscuter et à renégocier. En fait, je vais vous expliquer d'où vient le mot Cadillac dans le titre. C'est que ce qui m'a inspiré quand j'ai écrit La Cadillac de Bernard Pivot, c'est un texte de Victor Lévy-Beaulieu qui imaginait un pèlerinage dans une Cadillac dans le monde de Jacques Ferron, tout ça, en tout cas. Et la Cadillac fait référence donc à l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu, mise en porte-à-faux, si on veut, avec Bernard Pivot, qui, lui, représentait les canons de la littérature française, c'est-à-dire où, effectivement, il y avait une représentation il représentait, lui, par sa personne, la littérature française. Et ce que ça raconte vite, vite, la Cadillac de Bernard Pivot, c'est effectivement Bernard Pivot qui convoque à Paris, dans un restaurant,
des auteurs québécois et français, morts et vivants. C'est-à-dire qu'on va voir Anne Hébert, on va voir plein d'auteurs qui sont décédés. Et il les réunit tous dans le restaurant parce que la littérature est menacée par une nouvelle machine qui s'appelle Bookie Joe. Bookie Joe, qui est une machine dans laquelle on entre des données. Et vous allez voir que ça, j'ai écrit ça il y a longtemps. Là. On n'était pas dans l'intelligence artificielle encore, on ne parlait pas de ça. Là, tout ça. Un On entre deux. précurseur. Ouais, ben, en tout cas, oui, je pense. On entre 2-3 données dans une machine, là, un peu comme un distributeur de cigarettes, si on veut. Là. Puis là, la machine Bookie Joe prend ces données-là, puis il nous pond un roman. C'est-à-dire qu'on paye sur le bouton, puis il arrive un roman pour nous, unique. Et c'était une manière de réfléchir à ce que c'est que la littérature, dans le fond, puis que si la littérature existe, pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'on est plusieurs à lire le même livre. Et c'est le fait qu'on soit plusieurs à lire le même livre qui nous donne des références communes, puis qui nous permet d'inscrire ça dans une culture. Alors que si chacun a son livre personnel, la littérature disparaît. Parce que oui, on va avoir chacun un livre qui va nous intéresser parce qu'on lui a demandé un roman avec 3 personnages féminins puis qui se passe dans telle époque, puis tout ça. Bon, on est content. On reçoit le livre, on est content, ça correspond à ce qu'on voulait. Mais il n'y a plus de discussion. On n'est plus dans le littéraire, là. On est dans le divertissement, on est dans... Bon. Alors, et c'était ça. Et en fait, juste pour finir là-dessus, c'est une affabulation là, où ça me permettait de se faire rencontrer des écrivains qui, dans la vie, dans la réalité, ne pouvaient jamais se rencontrer. Alors, on voit Jean-Paul Sartre avec Simone de Beauvoir, à un moment donné, qui se mettent à cruiser à Anne Hébert, qui veulent l'attirer dans leur vie. Régent Ducharme est là, mais c'est le serveur. Il est déguisé en serveur. Fait que personne ne le sait qu'il est là, mais il est déguisé. Bien oui, c'est Régent Ducharme, il n'était pas pour etc. Bref, c'était une manière pour moi de m'amuser et d'enfiler des pastiches de ces auteurs-là que moi j'avais aimés. Donc, on comprend qu'il n'y a pas de Cadillac stationné devant chez vous. Non, non, non. Il y aura tellement de gens. Il y en a une, elle ne m'appartient pas. Oui. C'était tout le temps qu'on avait, Alain Beaulieu. Je réalise bien que parmi les 382 questions que j'avais préparées, on n'en aura abordé que 12 peut-être. Donc, peut-être la chance de nous-mêmes débuter des entretiens comme ça. Je dirais qu'une série de 30 à 40 entretiens, puis on devrait réussir à faire le tour de tout ce que j'avais au programme pour aujourd'hui. Merci infiniment pour tous ces mots, ces confidences, toutes ces idées. Ça a été un très grand plaisir. Et moi qui vous remercie, ça a été très agréable de faire ça en votre compagnie. Pareillement, vraiment. Alors, à reprendre. On va trouver un concept de balado. Je suis certaine de ça. Merci beaucoup. À nouveau, merci beaucoup au public également qui nous a accompagnés. Merci d'avoir été, disons, complice de nos échanges. À nouveau, merci également aux partenaires, présentateurs de la série des rencontres et entretiens du festival BCF Avocats d'affaires. Je vous invite tous et toutes à découvrir l'ensemble de la programmation du festival sur le site québecentoutlettres.qc.ca. L'édition 2020 qui a pour thématique cette année des mots comme des visages va se poursuivre en ligne jusqu'à dimanche. À tous, je vous souhaite une excellente fin de journée et peut-être le plaisir de lire ou de relire les œuvres d'Alain Beaulieu. Merci. Merci beaucoup. Merci.